Une orpheline forcée d'épouser un mendiant qui contrôle toute la ville. Cela semble impossible, n'est-ce pas? Comment un mendiant pourrait-il contrôler quoi que ce soit, et encore moins une ville entière? Mais ce que vous êtes sur le point de découvrir va bouleverser tout ce que vous croyez savoir. Elle se tenait là, à la porte de sa modeste chaumière dans un village de Bourgogne, regardant la robe usée qu'on lui avait donnée pour le mariage. Une robe de seconde main, rapiécée tant de fois qu'elle ne semblait plus blanche, loin de la finesse des robes en cotonnade des bourgeois du village. Ses mains tremblaient tandis qu'elle tenait le tissu délavé et grossier. 23 ans de vie. Et tout ce qu'elle avait, c'était la honte d'être une pauvre orpheline dans cette région agricole qui ne l'avait jamais acceptée. Isabelle Fontaine avait grandi en sachant exactement ce que signifiait n'avoir personne. Ses parents étaient morts quand elle n'avait que 5 ans, victime d'une fièvre qui avait balayé le village comme un feu ravageant les champs de blé en été. Elle avait été passée de famille en famille comme un fardeau que personne ne voulait porter. Elle dormait dans des granges, mangeait des restes, portait des vêtements que d'autres enfants avaient jetés. Mais le pire n'était pas la faim. Ce n'était pas le froid des nuits d'hiver quand le vent s'engouffrait par les fissures du vieux bois. Le pire, c'était les regards. Cette façon qu'avaient les gens de détourner les yeux quand elle passait, comme si sa simple vue pouvait contaminer leur vie parfaite. Les autres filles du village avaient grandi en jouant ensemble, partageant des secrets, rêvant de leur futur mari. Isabelle Fontaine avait grandi en entendant des murmures. Pauvre petite. Quelle tristesse. Personne ne voudra jamais l'épouser. Les mots étaient comme de petits couteaux, coupant un petit morceau de sa dignité chaque fois qu'ils étaient prononcés. Et elles avaient raison. Ou du moins, elles pensaient qu'elles avaient raison. À 18 ans, tandis que ses camarades commençaient à recevoir des propositions de mariage de jeunes marchands et fermiers, Isabelle Fontaine continuait à travailler dans les champs. Ses mains étaient devenues rugueuses, sa peau brûlée par le soleil. Elle était devenue invisible, une ombre à la périphérie de la vie du village. Les années passèrent. 20, 21, 22. À chaque anniversaire qui passait sans proposition, les murmures devenaient plus forts. Elle mourra seule. Elle a dépassé l'âge. Quel gâchis! Isabelle Fontaine apprit à construire des murs autour de son cœur. Elle cessa de rêver de robes blanches et de belles cérémonies. Elle cessa d'imaginer ce que ce serait d'avoir quelqu'un qui la choisirait, qui la voudrait, qui verrait de la valeur en elle. Il était plus facile de ne rien ressentir que de ressentir la douleur constante du rejet. Mais alors, il y a 3 semaines, Madame Rousseau apparut à la porte de la petite cabane où Isabelle Fontaine vivait. Madame Rousseau était la marieuse du village, une femme robuste aux yeux perçants qui pouvait évaluer la valeur matrimoniale d'une jeune femme en quelques secondes. Elle n'avait jamais rendu visite à Isabelle Fontaine auparavant. Pourquoi le ferait-elle? Isabelle Fontaine n'avait pas de dot, pas de famille, rien à offrir. « Je t'ai trouvé un mari », avait annoncé Madame Rousseau sans détour, comme si elle commentait le temps. Le cœur de Isabelle Fontaine avait fait un bond. Pendant une seule seconde d'espoir douloureux, elle s'était permis d'imaginer. Peut-être y avait-il un fermier veuf qui avait besoin d'aide. Peut-être un vieux marchand qui voulait de la compagnie. Peut-être, juste peut-être, quelqu'un la voulait enfin. Qui? Avait-elle demandé, détestant la façon dont sa voix sonnait petite et pleine d'espoir. Madame Rousseau avait hésité, et à ce moment d'hésitation, Isabelle Fontaine aurait dû savoir. Elle aurait dû comprendre que toute pause avant de révéler le nom d'un fiancé était un mauvais signe. Pierre Beaumont, avait finalement dit Madame Rousseau. Isabelle Fontaine avait cligné des yeux, confuse. Elle ne connaissait personne de ce nom. Qui est Pierre Beaumont? Le mendiant qui traîne près du marché. Les mots tombèrent comme des pierres dans un lac tranquille, créant des ondes de choc qui se répandirent dans tout son corps. Le mendiant. Il voulait qu'elle épouse le mendiant. Vous ne pouvez pas être sérieuse, avait murmuré Isabelle Fontaine. Mais Madame Rousseau était tout à fait sérieuse. Ta tante a décidé. Elle a dit que tu consommais son pain depuis trop longtemps. Il est temps que tu deviennes le problème de quelqu'un d'autre. Problème. C'était ce qu'elle était. Pas une nièce, pas une personne. Un problème à résoudre. Mais c'est un mendiant, avait protesté Isabelle Fontaine, détestant le désespoir dans sa propre voix. Il n'a pas de maison, pas d'argent, il n'a rien. Et tu penses savoir mieux? Avait rétorqué Madame Rousseau. Tu as 23 ans, sans famille, sans dot, sans perspective. Sois reconnaissante que quelqu'un soit prêt à t'accepter, même si c'est un mendiant. La vérité de ces mots avait brûlé plus que n'importe quelle insulte. Parce qu'elle avait raison. Isabelle Fontaine n'avait rien. Elle n'était rien. Dans les jours qui suivirent, Isabelle Fontaine tenta de trouver une issue. Elle alla voir sa tante, la femme qui l'avait recueillie après que la dernière famille d'accueil l'eût chassée à 15 ans. « S'il vous plaît, avait-elle imploré, ne me forcez pas à l'épouser. Je travaillerai plus. Je mangerai moins. Ne me forcez pas à ça. » Sa tante l'avait regardée avec des yeux froids et calculateurs. « Tu crois que je te garde ici par bonté?
Tu manges ma nourriture, tu occupes mon espace, et tu me donnes quoi en retour? La honte. Les gens se moquent de moi parce que je garde une nièce célibataire. Au moins, si tu te maries, tu ne seras plus ma responsabilité. Mais un mendiant vaut mieux que rien, avait coupé sa tante. Et c'est tout ce que tu auras. Maintenant, sors de ma vue. Le mariage est la semaine prochaine. Isabelle Fontaine avait tenté de parler au chef du village, mais il avait seulement secoué la tête avec pitié. C'est une affaire de famille, Isabelle Fontaine. Je ne peux pas interférer. Elle avait tenté de parler aux autres femmes, mais elles avaient seulement chuchoté entre elles quand elles s'approchaient. Certains regards étaient de pitié, d'autres d'un soulagement secret. Au moins, ce n'était pas elle qui était forcée d'épouser un mendiant. Et Pierre Beaumont, Isabelle Fontaine le connaissait de vue, bien sûr. Tout le monde au village connaissait le mendiant qui restait près de la place du marché, sous le porche de la vieille halle au grain. Il était une figure constante, toujours assis au même coin près des vendeurs de légumes et de fromage de Bourgogne, son panier de mendiant devant lui, ses vêtements déchirés et sales. Mais Isabelle Fontaine ne l'avait jamais vraiment regardé. Elle n'avait jamais pensé à lui comme une personne réelle, avec une histoire réelle. Il faisait juste partie du décor du marché du mercredi matin, comme les cloches de la chapelle qui annonçaient les heures, ou les étals des marchands bourguignons. Maintenant, elle le regardait. Et ce qu'elle voyait la remplissait de désespoir. Pierre Beaumont semblait avoir une trentaine d'années, peut-être plus, peut-être moins. C'était difficile à dire sous toute cette saleté. Ses cheveux étaient longs et emmêlés, sa barbe hirsute et pleine de restes de nourriture. Ses vêtements étaient de véritables haillons, rapiécés avec des morceaux de tissu dépareillés. Il ne parlait à personne. Il ne demandait pas l'aumône verbalement comme le faisaient d'autres mendiants. Il restait juste assis là, jour après jour, avec son panier de mendiants devant lui. Certaines personnes jetaient des pièces. La plupart passaient tout droit. Ce serait son mari. Cet homme sale, silencieux et brisé serait la personne avec qui elle partagerait sa vie. La honte que Isabelle Fontaine avait ressentie toute sa vie fut multipliée par 1000. Elle avait cru avoir touché le fond quand elle était passée de famille en famille. Elle avait cru avoir atteint le point le plus bas quand elle était devenue connue comme l'orpheline que personne ne voulait. Mais ça, c'était un nouveau niveau d'humiliation. Les gens du village parlaient déjà, bien sûr qu'ils parlaient. Les commérages se répandaient comme des maladies dans les petits endroits. Tu as entendu? L'orpheline va épouser le mendiant. Ça leur va parfaitement, tu ne trouves pas? Les deux perdants du village ensemble. Au moins, ils la débarrassent de nos mains. Isabelle Fontaine entendait les chuchotements. Elle voyait les regards de supériorité mal dissimulés. Les autres jeunes femmes, celles qui avaient épousé des fermiers et des marchands respectables, la regardaient avec un mélange de pitié et de satisfaction. Leur vie n'était peut-être pas parfaite, mais au moins elles n'épousaient pas un mendiant. La nuit précédant le mariage, Isabelle Fontaine resta éveillée, fixant le plafond en bois de la petite cabane. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage, mouillant l'oreiller usé. Elle pensa à s'enfuir. Elle pourrait partir au milieu de la nuit, marcher jusqu'à la ville voisine, recommencer. Mais recommencer comme quoi? Elle n'avait pas de compétences spéciales, pas d'éducation formelle, pas d'argent. Elle finirait probablement dans la rue, peut-être même pire qu'un mendiant. Au moins en épousant Pierre Beaumont, elle aurait. Quoi, exactement? Un mari qui ne pouvait rien lui offrir? Une vie de mendicité à ses côtés? La honte constante d'être connue comme la femme du mendiant? Mais peut-être, juste peut-être, elle aurait quelqu'un. Même si ce n'était qu'un mendiant silencieux et sale, ce serait quelqu'un qui lui appartenait légalement, quelqu'un qui ne pourrait pas simplement la renvoyer. C'était un maigre réconfort, mais c'était tout ce qu'elle avait. Le matin du mariage se leva gris et froid. Approprié, pensa amèrement Isabelle Fontaine en enfilant la robe usée que sa tante lui avait jetée. Il n'y aurait pas de cérémonie élaborée, pas de festin, pas de célébration. Juste une visite rapide à la chapelle du village, quelques mots du curé local, et c'est tout. Elle serait mariée. Sa tante ne prit même pas la peine de l'accompagner. « Trouve ton propre chemin jusqu'aux chapelles », lui avait-elle dit ce matin-là. « Et après ça, tu ne reviens plus ici. Tu es son problème maintenant. » Isabelle Fontaine marcha seule dans les rues du village. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Les gens s'arrêtaient pour regarder. Certains riaient derrière leurs mains. D'autres se contentaient de secouer la tête. Quand elle arriva aux chapelles, Pierre Beaumont était déjà là. Et pour la première fois, Isabelle Fontaine regarda vraiment, véritablement l'homme qui serait son mari. Il était toujours sale, toujours vêtu de haillons. Mais il y avait quelque chose de différent. Il était debout, pas courbé comme elle le voyait toujours au marché. Et quand il leva les yeux pour la regarder, Isabelle Fontaine vit quelque chose qui la prit complètement par surprise. Ses yeux étaient clairs, non pas embués par la boisson ou la folie comme elle s'y attendait. Clairs, calmes et incroyablement concentrés. Pendant un instant, juste un instant, elle ressentit quelque chose d'étrange. Pas de l'espoir exactement, mais peut-être une petite fissure dans le mur de désespoir qu'elle avait construit.
Le curé commença la cérémonie. Les mots se déversèrent sur Isabelle Fontaine comme de l'eau, sans signification et lointain. Elle répéta les vœux quand on le lui demanda, sa voix à peine audible. Pierre Beaumont parla pour la première fois qu'elle l'avait entendu. Sa voix était étonnamment profonde et ferme. « J'accepte ». 2 mots simples. Mais la façon dont il les prononça, avec tant de certitude, comme si c'était un choix qu'il faisait activement plutôt que quelque chose qui lui était imposé, fit que Isabelle Fontaine le regarda à nouveau. Il l'observait, non pas avec luxure, désespoir ou pitié, juste en l'observant, comme s'il mémorisait chaque détail de son visage. Le curé les déclara mariés. Il n'y eut pas de baiser, pas d'applaudissements, juste le silence pesant du chapelle vide et le son lointain de la vie du village qui continuait sans se soucier. « Allons-y », dit calmement Pierre Beaumont, et il commença à marcher hors du chapelle. Isabelle Fontaine le suivit, car que pouvait-elle faire d'autre? Elle était sa femme maintenant, pour le meilleur ou pour le pire, et il était clair que ce serait pour le pire, elle appartenait à ce mendiant. Ils marchèrent en silence dans les rues. Isabelle Fontaine s'attendait à ce qu'il la conduise dans une ruelle sale, ou un abri de fortune où dormaient les mendiants. Son estomac se noua à cette idée, mais Pierre Beaumont ne tourna pas vers les ruelles pauvres du village. Au lieu de cela, il continua de marcher, sortant complètement du village, en direction de la route qui menait aux collines. « Où allons-nous » demanda finalement Isabelle Fontaine, sa voix sonnant étrangement après un si long silence. « À la maison » répondit simplement Pierre Beaumont. « À la maison ? Quel genre de maison un mendiant pouvait-il avoir ?» Ils marchèrent pendant près d'1 heure. Isabelle Fontaine était habituée au travail physique, mais même ainsi, ses jambes commençaient à lui faire mal. Elle voulait se plaindre, demander combien de temps encore, mais sa fierté la maintint silencieuse. Elle ne lui donnerait pas la satisfaction de la voir faible. Puis ils tournèrent un virage sur la route, et Isabelle Fontaine s'arrêta soudainement. Devant, nichées contre le flanc de la colline, se trouvaient des grilles imposantes. De grandes grilles en fer forgé, magnifiquement ouvragées, avec des motifs de raisins et de vignes. Le genre de grilles qui protégèrent les propriétés des gens riches de Bourgogne. Pierre Beaumont continua de marcher vers eux comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Attendez » dit Isabelle Fontaine, la confusion emplissant sa voix. « Vous ne pouvez pas simplement… » Mais alors les grilles commencèrent à s'ouvrir. 2 gardes apparurent, vêtus d'uniformes propres et bien ajustés. Quand ils virent Pierre Beaumont, ils s'inclinèrent immédiatement profondément. « Bienvenue à la maison, monsieur Beaumont » dit l'un d'eux avec un profond respect. « Monsieur Beaumont » Isabelle Fontaine regarda les gardes, puis Pierre Beaumont, puis de nouveau les gardes. Son esprit tournait, essayant de traiter ce que ses yeux voyaient. Les gardes s'inclinaient, devant le mendiant, devant son mari mendiant. Pierre Beaumont ne dit rien, se contentant de hocher la tête aux gardes et continua de marcher à travers les grilles, maintenant ouvertes. Isabelle Fontaine le suivit, stupéfaite, ses pieds bougeant automatiquement tandis que son esprit luttait pour comprendre. De l'autre côté des grilles se trouvaient des jardins à la française. Des jardins magnifiquement entretenus avec des rangées de rosiers et de lavandes, des fontaines de pierre, des allées soigneusement pavées. Et au-delà des jardins, un manoir imposant. Pas une maison, un manoir, avec des toits d'ardoise grise et des cheminées ornées qui s'élevaient majestueusement contre le ciel. Les murs de pierre de taille grise brillaient doucement à la lumière de l'après-midi. Le genre d'endroit où vivaient les personnes importantes. Le genre d'endroit qu'une orpheline comme elle ne voyait que de loin, dans les rues pavées de la région. « Ceci » commença Isabelle Fontaine, mais sa voix s'éteignit. Elle essaya de nouveau. « Ceci est… votre maison maintenant » dit calmement Pierre Beaumont, sans la regarder, marchant toujours comme si rien d'extraordinaire ne se passait. Son esprit criait. Rien de tout cela n'avait de sens. Les mendiants n'avaient pas de manoir. Les mendiants n'avaient pas de garde qui s'inclinaient devant eux. Les mendiants n'avaient pas de jardin à la française avec des fontaines de pierre et des roses, l'apanage des familles nobles de Bourgogne. Mais alors qu'ils s'approchèrent du manoir, d'autres serviteurs apparurent. Une file entière d'entre eux, du gouvernante à la chambrière, du régisseur au garçon de cuisine, tous vêtus de vêtements propres et fins, tous s'inclinant profondément avec le respect des serviteurs d'une grande demeure bourguignonne lorsque Pierre Beaumont passa. « Bienvenue à la maison, monsieur Beaumont » chantèrent-ils à l'unisson, dans le ton solennel de ceux qui reconnaissent leur maître. Et puis, quand Isabelle Fontaine passa, toujours dans sa robe de mariée miteuse et honteuse, en contraste shocking avec la richesse autour d'elle, ils s'inclinèrent devant elle aussi, avec une révérence profonde. « Bienvenue à la maison, Madame Beaumont. »« Madame Beaumont !» Les mots résonnèrent dans l'esprit de Isabelle Fontaine, alors qu'elle restait là, paralysée, essayant de comprendre comment sa vie avait été complètement bouleversée en quelques heures. Le mendiant que tout le monde méprisait. L'homme que sa tante l'avait forcée à épouser pour se débarrasser d'elle. L'être humain qu'elle avait cru représenter le fond absolu de sa malchance. Avait un manoir, et d'une manière ou d'une autre, d'une manière qu'elle ne comprenait pas encore,
Il avait le genre de respect qui faisait s'incliner gardes et serviteurs. Isabelle Fontaine regarda l'homme à ses côtés. Cet étranger qui était maintenant son mari. Et une seule question brûlait dans son esprit. Qui diable était vraiment Pierre Beaumont? Et pourquoi un homme avec tout cela passait-il ses journées assis dans la saleté du marché à faire semblant d'être un mendiant? Alors que la porte du manoir s'ouvrait et que les serviteurs les conduisaient à l'intérieur, Isabelle Fontaine réalisa quelque chose avec une certitude absolue. Sa vie, qui avait été si prévisible dans sa misère pendant si longtemps, était sur le point de devenir quelque chose de complètement différent. Et elle n'avait pas la moindre idée si ce serait pour le meilleur ou pour le pire. Dans les jours qui suivirent le mariage, la réalité de sa nouvelle vie commença à se resserrer comme une corde autour de son cou. Elle se réveillait dans une vieille cabane en bois qui grinçait à chaque rafale de vent, l'odeur de terre humide mêlée à la fumée de feux de bois emplissant ses poumons. Le matelas était une fine natte sur le sol en terre battue. Les murs avaient des trous où elle pouvait voir le ciel à travers les planches fissurées. Mais ce qui la perturbait n'était pas la pauvreté en soi, c'était lui. L'homme qui l'avait amené là, qui dormait à ses côtés comme s'il était dans un palais, qui se réveillait avec un sourire tranquille, tandis qu'elle essayait de comprendre ce qu'était devenu sa vie. Il ne se plaignait jamais, ne montrait jamais de honte, et cela la laissait complètement confuse. La première semaine, elle l'observa se réveiller avant le lever du soleil, se laver le visage dans une bassine d'eau froide, et sortir dans les rues du village avec un vieux panier tissu à la main. Il mendiait. Son mari demandait l'aumône au coin des rues, assis les jambes croisées, la tête légèrement inclinée, comme s'il méditait et non pas s'humiliait publiquement. Et elle devait faire de même. Au début, la honte était insupportable. Chaque fois qu'elle tendait la main, chaque regard de pitié ou de mépris qu'elle recevait, chaque pièce jetée avec dédain, c'était comme un coup de poignard. Elle avait été élevée dans une famille respectable. Elle avait étudié. Elle avait des rêves. Et maintenant, elle était là, réduite à mendier des miettes. Mais lui ne semblait jamais ressentir cela. Jamais. Quand il rentrait à la chaumière en fin de journée avec quelques pièces et des restes de pain, du fromage ou des légumes que les marchands du marché de Bourgogne jetaient, il partageait tout avec elle avec une sérénité déconcertante. Il versait du vin ordinaire dans 2 verres, cassait le pain avec ses mains et partageait le repas frugal comme s'il s'agissait d'un festin. Comme si c'était suffisant, comme si c'était normal. « Pourquoi n'as-tu pas honte ?» demanda-t-elle un soir, incapable de retenir la question plus longtemps. Il la regarda avec ses yeux calmes, presque amusé. « Honte de quoi ?» répondit-il, comme si la question n'avait aucun sens. « De ça !» Elle montra du doigt le panier vide, les murs fissurés, la vie misérable qu'il avait choisie. « De vivre comme ça, de mendier, d'être rien. » Il sourit légèrement, comme si elle avait dit quelque chose d'ingénu. « Tu penses que ce que tu fais définit qui tu es ?» La réponse la rendit encore plus irritée. Il parlait par énigme, toujours par énigme, comme s'il cachait quelque chose, ou pire, comme s'il se moquait d'elle. Mais les jours suivants, elle commença à remarquer quelque chose d'étrange. Quelque chose qui ne devrait pas arriver à un mendiant ordinaire. Au marché, quand il passait en demandant de la nourriture, il y avait un vendeur de fruits qui ignorait toujours les autres mendiants. Il leur criait dessus, les insultait, les chassait comme des rats. Mais quand son mari s'approchait, l'homme s'arrêtait. Il le regardait. Et sans dire un mot, il prenait 2 pommes et les mettait dans son panier, sans rien exiger, sans attendre de paiement. Elle trouva cela étrange la première fois. Une coïncidence peut-être, mais cela se reproduisit. Encore et encore, toujours le même vendeur, toujours la même révérence silencieuse. Un autre jour, alors qu'ils marchèrent dans une rue animée, un homme riche en vêtements coûteux passa devant eux. Il regarda directement son mari et pendant 1 seconde, sembla hésiter. Puis, d'un mouvement presque imperceptible, il inclina la tête. Ce fut rapide, subtil, mais elle le vit. Un homme riche venait de faire une révérence à un mendiant. Elle regarda son mari, s'attendant à ce qu'il soit aussi surpris qu'elle. Mais il continua simplement à marcher, comme si rien ne s'était passé. « Tu as vu ça ?» demanda-t-elle, incrédule. « Vu quoi ?» répondit-il sans s'arrêter. « Cet homme, il a incliné la tête devant toi. »« Il a dû être poli, » dit-il d'un ton trop désinvolte pour être vrai. « Poli ?» Les hommes riches ne s'inclinent pas devant les mendiants par politesse. Cela n'avait aucun sens. Mais le mystère continuait de s'épaissir. Quelques semaines plus tard, elle le suivit discrètement quand il sortit mendier seul. Elle voulait comprendre. Elle avait besoin de comprendre. Elle resta à distance, observant tandis qu'il s'asseyait sur une place animée, son panier devant lui, la posture droite et sereine. Et puis quelque chose se produisit qui la glaça. Un garde de la ville, un homme connu pour sa brutalité envers les mendiants, s'approcha de lui. Elle se prépara à voir son mari être expulsé, peut-être agressé. Mais le garde s'arrêta. Il le regarda longuement. Et puis, à son grand choc, il posa la main sur sa poitrine et fit une profonde révérence.
Son mari hocha la tête, un geste minime, presque imperceptible. Le garde s'éloigna rapidement, comme s'il venait d'exécuter un ordre. Elle sentit son cœur s'emballer. Ce n'était pas normal. Cela ne pouvait pas s'expliquer par une coïncidence ou de la politesse. Il se passait quelque chose qu'il lui cachait. Quand il rentra à la maison ce soir-là, elle le confronta. « Qui es-tu » Il leva les yeux du bol de soupe qu'il portait à ses lèvres, sans hâte, sans surprise. « Tu sais qui je suis » dit-il calmement. « Non, je ne sais pas. » Les gardes ne s'inclinent pas devant les mendiants. Les marchands ne donnent pas de nourriture gratuitement. Les hommes riches n'inclinent pas la tête dans la rue. Alors dis-moi, qui diable es-tu ? Il la fixa longuement, et pour la première fois, elle vit quelque chose dans ses yeux. Ce n'était pas de la peur, ce n'était pas de la culpabilité. C'était de l'amusement, comme s'il attendait cette question depuis des semaines. « Tu veux vraiment savoir » demanda-t-il, inclinant la tête. « Oui !» Il sourit, un sourire lent et énigmatique. « Alors fais plus attention. » Et sur ce, il se remit à manger, la laissant complètement frustrée. Il n'allait pas le dire, pas encore. Mais maintenant, elle savait qu'il y avait un grand secret, et elle était déterminée à le découvrir. Les jours suivants, elle commença à l'observer différemment. Non plus avec résignation ou honte, mais avec des yeux d'enquêtrice. Chaque geste, chaque interaction, chaque regard qu'il recevait dans les rues, elle les cataloguait mentalement. Et plus elle observait, plus les pièces ne s'assemblaient pas. Il ne demandait jamais l'aumône comme les autres mendiants. Il ne suppliait jamais. Il ne s'humiliait jamais. Il s'asseyait simplement, en silence, et les gens venaient à lui. Certains mettaient des pièces, d'autres de la nourriture. Mais certains s'arrêtaient simplement, regardaient et s'éloignaient avec des expressions étranges, comme s'ils venaient de voir un fantôme. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis à un coin de rue, une femme âgée s'approcha. Elle fixa intensément son mari, les yeux écarquillés, la bouche légèrement ouverte. Puis, sans avertissement, la femme tomba à genoux et commença à pleurer. « Pardonnez-moi » murmura la femme, les mains tremblantes. « Je ne savais pas que c'était vous. » Son mari posa doucement la main sur l'épaule de la femme. « Levez-vous » dit-il doucement. « Il n'y a rien à pardonner. » La femme se leva, toujours tremblante, et s'enfuit, disparaissant dans la foule. Elle le regarda, complètement stupéfaite. « Qu'est-ce que c'était ?»« Elle m'a confondu avec quelqu'un d'autre, » répondit-il, sans émotion. « Mensonge. » Sa voix sortit plus ferme qu'elle ne l'avait espéré. « Tu mens. » Il la regarda, et cette fois, il y avait quelque chose de différent dans son regard. Du respect, peut-être, ou de la reconnaissance. « Tu commences à comprendre, » dit-il. « Comprendre quoi ? Que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. » Elle voulait crier, elle voulait exiger des réponses, mais quelque chose l'en empêcha. C'était peut-être le ton de sa voix, calme mais ferme. C'était peut-être son regard, qui disait clairement qu'il ne révélerait rien avant le moment opportun. Alors, elle décida de changer de stratégie. S'il ne voulait pas parler, elle découvrirait la vérité seule. Elle commença à suivre les pistes, à observer ceux qui s'approchaient de lui, à écouter les conversations chuchotées quand il pensait qu'elle ne prêtait pas attention. Et lentement, très lentement, un schéma commença à émerger. Il y avait des gens dans le village qui le traitaient avec une peur déguisée en respect, d'autres avec révérence, et quelques-uns avec une profonde tristesse, comme s'ils savaient quelque chose qu'elle ignorait. Un jour, alors qu'elle se promenait seule au marché, elle entendit deux hommes converser. « Tu l'as vu aujourd'hui » dit l'un d'eux à voix basse. « Oui, toujours déguisé. C'est incroyable. Il a vraiment tout abandonné. Il n'a pas abandonné. On le lui a pris. Mais il ne l'admettra jamais. » Elle s'arrêta, cachée derrière un étal, le cœur battant fort. Il parlait de lui. Ça ne pouvait être que lui. « Et la femme » demanda le premier. « Elle ne sait pas. Personne ne le lui dira. Il ne veut pas. Combien de temps va-t-il continuer comme ça ? Jusqu'à ce qu'il décide qu'il est temps de revenir. S'il revient un jour, revenir. Revenir où ? D'où venait-il ? Elle quitta le marché presque en courant, l'esprit en ébullition. Tiré de quelque part, déguisé, cachant quelque chose. Attendant le bon moment pour revenir. Quand elle arriva chez elle, il était là, assis par terre, réparant la poignée de son vieux panier. Elle s'arrêta à la porte, l'observant. De l'extérieur, il n'était qu'un mendiant. Vêtements déchirés, mains sales, cheveux ébouriffés. Mais maintenant, elle voyait au-delà de ça. Elle voyait sa posture droite, son calme inébranlable. La façon dont il tenait les choses avec une délicatesse qui ne correspondait pas à la vie qu'il menait. « Tu n'es pas un vrai mendiant, n'est-ce pas ?» dit-elle, la voix basse mais ferme. Il leva les yeux, et pour la première fois, elle vit quelque chose qui ressemblait à de la fierté dans son regard. « Non, » admit-il, « je ne le suis pas. » Son cœur s'arrêta. « Alors, qu'est-ce que tu es ?» Il resta silencieux un long moment, comme s'il décidait de ce qu'il allait révéler. Puis, avec un soupir, il se leva et s'approcha d'elle. « J'étais quelqu'un d'important.
dit-il. Mais cela n'a plus d'importance. Comment ça, ça n'a plus d'importance? Bien sûr que si. Je t'ai épousé! Je vis comme ça à cause de toi. Et tu ne m'as même pas dit la vérité. Je te l'ai dit, répondit-il calmement. Je n'ai juste pas utilisé de mots. Elle le fixa, confuse. Tout ce que tu as vu ces dernières semaines, toutes les étrangetés, toutes les révérences, tous les regards, c'était la vérité. J'attendais juste que tu sois prête à voir. Prête à voir quoi? Il fit un pas en arrière, les yeux fixés sur les siens. Que je ne suis pas celui que tu pensais que j'étais. Et que cette vie que nous menons maintenant n'est pas la fin. Ce n'est que le début. Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. La façon dont il parlait, la certitude dans sa voix, l'intensité de son regard. Il n'improvisait pas, il avait un plan. Et elle était au milieu de tout ça, sans le savoir. « Alors dis-moi, exigea-t-elle. Dis-moi tout, maintenant. » Il sourit, ce sourire énigmatique qu'elle commençait déjà à détester. « Bientôt, dit-il. Mais d'abord, j'ai besoin que tu me fasses confiance. » Te faire confiance? Comment puis-je faire confiance à quelqu'un qui cache qui il est vraiment? Parce que si tu ne me fais pas confiance, dit-il, la voix soudainement sérieuse, quand la vérité éclatera, tu ne la croiras pas. Et sur ces mots, il sortit de la cabane, la laissant seule avec plus de questions que de réponses. Elle resta là, immobile, tremblante, pas de froid, d'anticipation, de peur, de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Quelque chose de grand était sur le point d'arriver. Elle pouvait le sentir. Et cette fois, elle n'allait pas seulement regarder. Elle allait découvrir la vérité, coûte que coûte. Parce que maintenant, pour la première fois depuis le mariage, elle ne ressentait plus seulement de la confusion. Elle ressentait de la curiosité et de la détermination. Déterminée à découvrir qui était vraiment l'homme qui était devenu son mari. Et pourquoi, malgré une vie de mendiant, il était traité comme un roi déguisé. Mais elle n'était pas le genre de femme à attendre que les réponses tombent du ciel. Quelque chose avait changé en elle ces jours-là. La confusion avait fait place à la détermination. Si personne ne voulait lui dire qui était cet homme, elle le découvrirait elle-même. Elle commença par ce qu'elle avait, des observations. De petits détails qui passaient inaperçus auparavant prenaient maintenant tout leur sens. La façon dont les gens détournaient le regard quand elle mentionnait le ranch. Le silence soudain dans les conversations quand son nom surgissait. Ce n'était pas seulement du respect, c'était quelque chose de plus grand. Quelque chose que tout le monde savait, sauf elle. Elena décida de commencer par la place centrale où les commerçants vendaient leurs marchandises tous les matins. Là, les gens parlaient. Là, les secrets étaient monnaie d'échange. Elle s'approcha d'une vendeuse de tissus, une femme d'âge mûr avec qui elle avait toujours échangé des salutations amicales. « Bonjour, Madame Carmem, commença Elena d'un ton désinvolte. J'aurais besoin d'un conseil concernant le ranch près de ma propriété. Connaissez-vous le propriétaire ?» L'expression de la femme changea instantanément. Le sourire amical se figea. Ses yeux balayèrent les environs, comme pour vérifier qui d'autre écoutait. « Le ranch ?» La voix sortit basse, presque un murmure. « Ah, ma fille, ce n'est pas n'importe quel endroit là-bas. Que voulez-vous dire ?» Donna Carmen plia un tissu de ses mains nerveuses. « Je sais juste que, eh bien, c'est un homme important, très important. Il vaudrait mieux que vous ne vous mêliez pas de choses que vous ne comprenez pas. » Et avant qu'Elena ne puisse en demander plus, la femme se tourna pour servir un autre client, mettant fin brusquement à la conversation. Elena repartit de là avec plus de questions que de réponses. Mais elle remarqua un schéma, la nervosité, l'évasion, la peur mal dissimulée. Ce n'était pas normal. Elle essaya avec le forgeron, avec le pharmacien, avec des voisins de longue date. Toujours la même réaction. Toujours le même regard de « vous ne devriez pas poser cette question ». Comme si elle remuait un nid de frelons dont tout le monde connaissait l'existence, mais que personne n'osait toucher. Elena commença à comprendre que ce n'était pas un manque de connaissances. C'était un excès. Tous savaient exactement qui il était. Et précisément pour cette raison, personne ne parlait. Mais Elena était intelligente. Si les gens ne parlaient pas directement, elle observerait indirectement. Elle commença à prêter attention à qui visitait le ranch, à qui en sortait. Et c'est là que le schéma commença à émerger. Un jour, elle vit le juge du district sortir du ranch. Pas n'importe quel avocat, le juge. Cet homme qui décidait des terres, des litiges, des destins. Et il en sortait avec une expression respectueuse, presque révérencieuse. Quelques jours plus tard, ce fut le shérif. Le shérif de la ville lui-même, son étoile d'autorité brillant sur sa poitrine, franchissant les portes de ce ranch comme quelqu'un qui va rendre des comptes. Pas comme quelqu'un qui rend une visite sociale. Comme quelqu'un qui fait un rapport à un supérieur. Elena commença à assembler les pièces du puzzle. Ce n'étaient pas des visites occasionnelles. Elles étaient systématiques, planifiées. Et le langage corporel de tous ceux qui en sortaient était toujours le même. Déférence, soumission, respect. Mais respect envers quoi? Envers qui?
Ce fut un mardi après-midi qu'Elena fut témoin de quelque chose qui lui glaça le sang. Elle rentrait de la ville quand elle vit un groupe d'hommes à cheval s'arrêter à l'entrée du ranch. Ils semblaient agités, parlant fort, gesticulant avec urgence. Puis il apparut, le cow-boy, marchant calmement de la grange, s'essuyant les mains sur un chiffon. Sans hâte, sans altération de son visage, les hommes s'inclinèrent immédiatement légèrement, ôtèrent leurs chapeaux. L'un d'eux commença à expliquer quelque chose d'une voix pressée, presque suppliante. Il écouta en silence, puis il prononça 2 mots. Elena ne put entendre ce que c'était, mais elle en vit l'effet. Les hommes montèrent à cheval et partirent immédiatement, sans poser de questions, sans discuter. Comme des soldats recevant des ordres d'un général. Elena sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce n'était pas une influence ordinaire, c'était de l'autorité. Une autorité réelle, mesurable, incontestable. Elle avait besoin d'en savoir plus. Cette nuit-là, Elena fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé faire. Elle attendit que le soleil se couche complètement et marcha silencieusement jusqu'à la clôture qui séparait sa propriété du ranch. De là, cachée parmi les arbres, elle observa. La maison principale était illuminée. À travers les fenêtres, elle pouvait voir du mouvement. Puis une élégante calèche arriva. Ce n'était pas un véhicule ordinaire. Il était luxueux, avec des blasons sur les portes. 3 hommes en costume formel en descendirent, portant des mallettes en cuir. Elena en reconnut un, le président de la banque la plus importante de la région. L'homme qui décidait qui recevait du crédit et qui perdait tout. Et il était là, reçu dans la maison d'un cow-boy, dans la maison d'un homme qu'elle voyait tous les jours s'occuper des chevaux, réparer les clôtures, menant une vie apparemment simple. Rien de tout cela n'avait de sens. À moins que cette vie simple ne soit un choix, pas une condition. Elena resta là pendant près d'1 heure, observant les allées et venues. D'autres personnes arrivèrent, d'importants commerçants, des propriétaires terriens, un politicien qu'elle avait reconnu dans les journaux. Tous entrant dans cette maison, tous avec la même expression de respect mêlée d'anxiété. C'était comme si le véritable pouvoir de la région se réunissait là, pas à la mairie, pas dans les élégants bureaux de la ville, là, dans ce ranch, sous le commandement de cet homme qu'elle avait connu couvert de boue, réparant une clôture. Quand Elena rentra enfin chez elle, ses mains tremblaient. Pas de peur, de choc, d'incompréhension absolue. Qui était cet homme? Elle passa la nuit entière éveillée, repassant chaque interaction qu'elle avait eue avec lui. La gentillesse, le calme inébranlable, les yeux qui semblaient voir à travers les gens, la façon dont il parlait, peu de mots, mais chacun chargé de poids. Et elle commença à se souvenir d'autres détails qui auparavant semblaient insignifiants. Comment personne ne mentionnait jamais de problèmes ou de conflits près de lui. Comment les conversations s'arrêtaient quand il s'approchait. Comment même des hommes rudes et violents baissaient le ton de leur voix en sa présence. Elena avait toujours attribué cela à un respect personnel. Un charisme naturel. Maintenant, elle réalisait. Ce n'était pas du charisme. C'était de la reconnaissance. Reconnaissance de pouvoir. Mais quel pouvoir? Et de quel type? Le lendemain, Elena se rendit en ville avec un objectif précis. Elle chercha Maria, la secrétaire de la mairie, une femme bavarde qui savait tout sur tout le monde. « Maria » commença Elena, essayant de paraître désinvolte. « Connaissez-vous le propriétaire du ranch près de ma ferme ?» Maria arrêta d'organiser les papiers sur la table. Elle regarda Elena avec une expression étrange, mi-surprise, mi-prudente. « Je le connais » dit-elle lentement. « Pourquoi ?»« Juste par curiosité. Il semble différent. » Maria rit, mais c'était un rire nerveux. « Différent est un euphémisme, ma fille. Cet homme, eh bien, disons qu'il n'est pas seulement le propriétaire d'un ranch. Qu'est-ce qu'il est, alors ?» Maria s'approcha, baissant la voix comme si les murs eux-mêmes pouvaient entendre. « On dit que rien ne se passe dans cette ville sans qu'il le sache. Aucune décision importante n'est prise sans son approbation. Il n'occupe pas de postes officiels, mais... Mais quoi? Mais c'est lui qui commande vraiment. Le maire, le juge, le commandant de la garde, tous lui répondent, d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas si c'est par respect, par peur ou par dette. Peut-être un mélange de tout. Je sais seulement que croiser cet homme, c'est signer son propre arrêt de mort. » Elena sentit le sang se glacer dans ses veines. « Comment ça? Il n'a pas besoin de crier, pas besoin de menacer. Un mot de sa part, et les portes se ferment. Les crédits sont refusés, les licences disparaissent, les soutiens s'évaporent. Personne ne sait exactement comment il s'y prend, mais ça arrive. Ça arrive toujours. » Elena partit, l'esprit en ébullition. Ce n'était pas seulement de l'influence sociale. C'était du contrôle. Un contrôle systématique sur les mécanismes de pouvoir de la ville. Et soudain, tout prit son sens. La façon dont il vivait isolé, mais jamais seul. Comment il recevait des visites constantes, mais allait rarement en ville. Comment tout le monde savait qui il était, mais personne n'en parlait ouvertement. Il n'avait pas besoin d'être sous les feux de la rampe. Il contrôlait qui y était.
Elena rentra chez elle en état de choc. Elle s'assit sur le porche, regardant en direction du ranch. De là, elle pouvait voir la fumée s'élever de la cheminée. Elle pouvait l'imaginer là, peut-être en train de lire, peut-être de s'occuper des animaux, peut-être de recevoir une autre autorité qui avait besoin de son approbation pour prendre une décision. Et elle, naïve, pensait qu'il n'était qu'un gentil cow-boy. Mais la révélation souleva plus de questions que de réponses. Pourquoi un homme avec tant de pouvoir vivait-il de cette façon? Pourquoi se cachait-il derrière une façade de simplicité? Et surtout, pourquoi avait-il été si gentil avec elle? Elle n'était personne d'important. Elle n'avait aucune influence. Elle ne pouvait rien offrir à un homme qui, apparemment, contrôlait déjà tout. À moins qu'il ne veuille rien d'elle. À moins que la gentillesse ne soit sincère. Mais cela rendait tout encore plus confus. Les hommes puissants n'étaient pas connus pour leur gentillesse désintéressée. Elena le savait par expérience. Le pouvoir corrompait, toujours. Alors qu'est-ce qui le rendait différent? Elena passa les jours suivants partagés entre fascination et prudence. Une partie d'elle voulait le confronter, lui demander directement qui il était vraiment. Une autre partie savait que cela révélerait qu'elle enquêtait. Et quelque chose lui disait que montrer ses cartes trop tôt serait une erreur. Elle avait besoin d'en savoir plus. Elle avait besoin de comprendre non seulement ce qu'il était, mais pourquoi il était ainsi. Et surtout, elle devait découvrir si cette gentillesse qu'il avait montrée était réelle. Ou juste un autre outil d'un homme habitué à manipuler les gens et les situations. Car s'il y avait une chose qu'Elena avait apprise sur le pouvoir, c'est qu'il venait rarement sans un prix. Et elle devait connaître ce prix avant de s'impliquer plus profondément avec cet homme mystérieux. Le cow-boy qui n'était pas seulement un cow-boy. L'homme simple qui contrôlait une ville entière. La contradiction ambulante qui défiait tout ce qu'elle pensait savoir sur le pouvoir et les gens. Et à chaque réponse qu'elle trouvait, des questions plus grandes émergèrent des ombres. Les jours qui suivirent cette découverte, Elena eut l'impression de vivre deux vies à la fois. Le jour, elle continuait sa routine d'épouse de l'homme le plus mystérieux de la ville. La nuit, son esprit tournait en cercle interminable, traitant l'ampleur de ce qu'elle avait découvert. Il n'était pas seulement un homme d'affaires prospère. Il n'était pas seulement un homme avec des relations. Non, c'était bien plus grand. Le chef du conseil municipal s'inclinait devant lui comme un serviteur devant son roi. La question qui brûlait dans son esprit était simple, mais dévastatrice. Que dois-je faire maintenant? Elle avait trois choix clairs. Premièrement, le confronter directement, exiger la vérité et risquer de détruire tout ce qu'ils avaient construit. Deuxièmement, feindre l'ignorance, continuer à vivre dans l'illusion confortable qu'il avait créée pour elle. Troisièmement, tester les limites, observer davantage, découvrir l'étendue réelle de son contrôle avant de révéler qu'elle savait. Elena choisit la troisième option, parce qu'au fond, une partie d'elle avait besoin de comprendre toute l'étendue de son pouvoir avant de décider ce qu'elle en pensait. Et c'est dans cette décision que quelque chose de surprenant se produisit. Elena commença à prêter attention à des détails qui auparavant passaient inaperçus. Et ce qu'elle vit changea tout. Le premier changement qu'elle remarqua fut subtil, presque imperceptible. Lucas avait toujours été attentionné, toujours gentil. Mais maintenant, elle percevait une différence dans la qualité de son attention. Il l'observait avec plus d'intensité, comme s'il essayait de lire quelque chose dans ses yeux, comme s'il savait que quelque chose avait changé. C'est-il que je sais? Pendant le petit déjeuner, 3 jours après la réunion secrète, Lucas interrompit le silence confortable entre eux. « Tu as l'air distante ces derniers temps, » dit-il. Sa voix basse mais empreinte d'une préoccupation sincère. « Tout va bien ?» Le cœur d'Elena s'accéléra. Elle força un sourire qu'elle espérait naturel. « Je suis juste, encore en train de tout digérer, » répondit-elle, choisissant ses mots avec soin. « Tu sais, la vitesse à laquelle ma vie a changé. Il y a 6 mois, je servais des boissons au ranch. Maintenant, je suis ici, dans cette maison incroyable, mariée à toi. Parfois, ça me semble encore irréel. » Elle vit quelque chose passer sur son visage. Une ombre de culpabilité, tristesse, compréhension. Elle disparut si vite qu'elle n'était pas sûre qu'elle ait réellement existé. « Je comprends, » dit-il doucement, tendant la main pour couvrir la sienne sur la table. « Et je veux que tu saches que, peu importe à quel point cela puisse paraître irréel, tu mérites d'être ici. Tu as toujours mérité mieux que ce ranch. » La sincérité dans sa voix faillit la briser. Car comment aurait-elle pu affronter quelqu'un qui lui parlait ainsi? Comment aurait-elle pu accuser de manipulation un homme dont les yeux ne reflétaient que de l'affection? Mais alors elle se souvint. Ce même homme avait suffisamment d'autorité pour faire plier le chef du conseil municipal devant lui. Ce même homme contrôlait des choses qu'elle n'avait même pas encore commencé à comprendre. La question n'était pas de savoir s'il était sincère dans son affection. La question était, pourquoi l'avait-il choisi, elle, pour diriger cette affection? Les jours suivants, Elena commença à remarquer des schémas qui lui avaient auparavant complètement échappé. Ils allèrent dîner dans l'un des restaurants les plus exclusifs de la ville.
Ils n'avaient pas de réservation, mais à leur arrivée, le maître d'hôtel trébucha presque pour les installer à la meilleure table. Le gérant vint personnellement saluer Lucas, et Elena perçut la peur déguisée en respect dans ses yeux. Elle observa la façon dont les autres clients regardèrent Lucas. Ce n'était pas une admiration ordinaire. Ce n'était pas le genre de reconnaissance qu'une personne riche reçoit. C'était quelque chose de plus profond, plus viscéral. C'était le genre de reconnaissance que l'on accorde à quelqu'un qui contrôle son destin. Pendant le dîner, le téléphone de Lucas sonna 3 fois. Il s'excusa poliment et répondit à chaque appel. Elena ne pouvait pas entendre l'autre côté de la conversation. Mais les réponses de Lucas étaient révélatrices. Procédez comme nous en avons discuté. Non, ce projet ne peut pas encore être approuvé. Donnez-leur 2 semaines de plus pour reconsidérer. Bonne nuit. Réponse courte. Orders direct. L'autorité décontractée de quelqu'un habitué à être obéi sans poser de questions. Quand il raccrocha le 3e appel, Elena ne put contenir sa curiosité. « Le travail ne s'arrête jamais, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, gardant un ton léger. Lucas sourit avec une pointe de lassitude. « Malheureusement, non. Il y a toujours une décision à prendre, un problème à résoudre. »« Quel genre de décision ?» insista-t-elle doucement. Il l'étudia un instant, et Elena sentit qu'il pesait ce qu'il allait révéler. « La plupart sont ennuyeuses, » dit-il finalement. « Approbation de projets, allocation de ressources, médiation de conflits. Le genre de choses qui font fonctionner une ville. Une ville qui fonctionne. Pas une entreprise qui fonctionne. Pas des affaires qui fonctionnent. Une ville. » Elena sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il venait de confirmer, sans s'en rendre compte, que son influence s'étendait sur toute la ville. Mais elle força un autre sourire et changea de sujet, rangeant cette révélation pour la traiter plus tard. Ce fut 2 jours plus tard, lors d'une visite décontractée au centre-ville, qu'Elena fut témoin de quelque chose qui transforma sa compréhension de simples suppositions en certitude absolue. Ils marchaient sur la place principale lorsqu'un groupe d'hommes en costume s'approcha. Elena les reconnut immédiatement des nouvelles locales. C'étaient des membres du conseil municipal, des chefs d'entreprise, le chef de la police. Et tous s'inclinèrent légèrement en saluant Lucas. « Monsieur, » dit le chef de la police, sa voix empreinte de déférence, « nous voulions vous informer personnellement. La nouvelle initiative de sécurité produit d'excellents résultats. La criminalité a baissé de 20% depuis son implémentation. Son implémentation. Pas depuis qu'elle a été implémentée. Pas depuis que le conseil l'a approuvée. Depuis son implémentation. » Lucas hocha la tête, son expression neutre. « Très bien. Mais 20% ne suffisent pas. Je veux voir 30% d'ici la fin du trimestre. Augmenter les patrouilles dans les zones que j'ai identifiées. »« Oui, monsieur. Ce sera fait. » Elena observa l'échange dans un choc silencieux. Le chef de la police recevait des ordres de Lucas. Pas des conseils. Pas des suggestions. Des ordres. Quand le groupe s'éloigna, Lucas se tourna vers elle avec un sourire d'excuse. « Désolé pour ça. Les affaires de la ville surgissent toujours aux moments les plus inopportuns. Les affaires de la ville. Comme s'il était... Quoi? Le maire secret? Le véritable pouvoir derrière le trône? » Elena força sa voix à rester stable. « Vous semblez très impliqué dans l'administration de la ville. » Quelque chose changea dans ses yeux. Une évaluation. Il mesurait ce qu'elle avait compris, ce qu'elle était prête à savoir. « Quelqu'un doit s'assurer que les choses sont faites correctement, » dit-il calmement. « Et j'ai les ressources et les connaissances pour aider. » Aider. Quel mot délicat pour décrire un contrôle absolu. Mais ce fut cette nuit-là, quand ils rentrèrent chez eux, que la véritable ampleur se révéla. Elena était dans son bureau personnel, un espace luxueux que Lucas avait insisté pour qu'elle ait, quand elle décida de faire quelque chose qu'elle savait risquer. Elle ouvrit son ordinateur portable et commença à chercher. Elle tapa. Lucas Donovan, développement urbain. Les résultats à la field se figeaient. Page après page d'articles sur des initiatives de développement, des programmes sociaux, des réformes d'infrastructures, tous liés, d'une manière ou d'une autre, à Lucas. Mais pas de la manière à laquelle on s'attendrait. Il n'était pas listé comme bénéficiaire. Il n'était pas mentionné comme investisseur principal. Il était décrit comme consultant, conseiller, philanthrope anonyme qui a préféré ne pas être nommé. Mais quand elle creusa plus profondément, utilisant des techniques de recherche qu'elle avait apprises pendant ses années au ranch, en observant des journalistes d'investigation à la télévision, un schéma émergea. Chaque décision majeure prise par le conseil municipal au cours des 10 dernières années portait l'empreinte de Lucas. La nouvelle bibliothèque, financée par une fondation qu'il contrôlait. Le système de transport public réformé, conçu par une société de conseil qu'il possédait. Le programme de logement abordable qui a sorti des centaines de familles de la pauvreté. Son idée, son implémentation, son argent. Et plus troublant encore, tout projet qui allait à l'encontre de sa vision. Mourait tout simplement. Peu importe sa popularité, son apparente nécessité. Si Lucas n'approuvait pas, cela ne se faisait pas. Il ne contrôlait pas seulement quelques aspects de la ville, il contrôlait tout.
Le développement, la sécurité, l'économie, les services sociaux. Chaque décision importante passait par lui. Chaque leader lui rendait des comptes. Luca Donovan était, à toutes fins utiles, le véritable dirigeant de cette ville. Et Elena, la jeune orpheline qui servait des boissons dans un ranch miteux, l'avait épousé sans en avoir la moindre idée. Elle ferma son ordinateur portable d'une main tremblante, son cœur battant si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Mais c'est ce qu'elle découvrit ensuite qui changea tout. Car lorsqu'elle s'arrêta vraiment pour analyser tous ses projets, toutes ses initiatives, toutes ces décisions que Luca avait prises au fil des ans, un schéma indéniable émergea. Il n'utilisait pas son pouvoir pour s'enrichir. Il n'utilisait pas son contrôle pour opprimer. Toutes ces décisions, chaque intervention, avait un objectif. Améliorer la vie des gens. La bibliothèque qu'il a financée, située dans le quartier le plus pauvre, donnant accès à l'éducation à des enfants qui n'auraient jamais eu cette chance autrement. Le système de transport, conçu spécifiquement pour relier les zones à faible revenu au centre d'emploi. Le programme de logement, axé sur les familles les plus vulnérables, celles que le système traditionnel avait abandonnées. Même l'initiative de sécurité dont elle avait été témoin sur la place. Quand elle a vérifié, elle a découvert que l'augmentation des patrouilles était concentrée sur la protection des quartiers les plus dangereux, pas des plus riches. Lucas avait un pouvoir absolu sur la ville. Et il utilisait ce pouvoir pour aider les gens, pour protéger les vulnérables, pour élever les oubliés, pour créer des opportunités là où il n'y en avait pas. Il était puissant, mais il était aussi bon. Elena sentit son monde basculer une fois de plus, parce que cela rendait tout beaucoup plus compliqué. Ce n'était plus une simple question de « il m'a trompé sur qui il est vraiment ». Ce n'était pas seulement « il a des secrets ». C'était « il a un pouvoir absolu, mais il l'utilise pour le bien ». C'était « il contrôle tout, mais avec un juste dessein ». Et cela la ramenait à la seule question qui importait vraiment, la question qui la rongeait de l'intérieur. Pourquoi moi? S'il était si puissant, s'il contrôlait une ville entière, s'il avait des ressources illimitées et une influence sans pareille, pourquoi choisir une orpheline d'un ranch? Pourquoi ne pas épouser quelqu'un de son propre niveau? Quelqu'un avec des connexions, avec un statut, avec son propre pouvoir? Pourquoi elle? Elena passa toute la nuit éveillée, cette question résonnant dans son esprit comme un tambour constant. Et ce fut à l'aube, lorsque le soleil commença à peindre le ciel de nuances de rose et d'orange, qu'elle prit une décision. Elle ne pouvait plus vivre avec des suppositions. Elle ne pouvait plus observer de loin, recueillant des indices comme une détective. Elle avait besoin de la vérité complète. Et elle en avait besoin directement de Luca. Quand il descendit pour le petit déjeuner ce matin-là, il trouva Elena l'attendant dans la salle à manger. Mais quelque chose dans sa posture, quelque chose dans ses yeux, le fit s'arrêter à l'entrée. « Elena ?» Sa voix portait une inquiétude sincère. Que s'est-il passé? Elle prit une profonde inspiration, rassemblant chaque once de courage qu'elle possédait. Ses mains tremblèrent légèrement, mais sa voix sortit ferme. « Nous devons parler, Luca. Nous devons parler vraiment, sans demi-mot, sans secret. » Elle vit quelque chose passer sur son visage. De la reconnaissance, comme s'il savait que ce moment allait arriver, comme s'il l'avait attendu. Il ferma la porte derrière lui et s'approcha lentement, son regard ne quittant jamais le sien. « Très bien, » dit-il doucement. « Parlons. » Elena sentit des larmes menacer de déborder, mais elle les refoula. « Pas maintenant. » Elle devait être forte maintenant. « Je sais que vous n'êtes pas seulement un homme d'affaires, » commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Je sais que vous avez de l'influence sur cette ville. Une influence réelle. Un pouvoir réel. » Il ne nia pas, ne feignit pas la surprise. Il hocha simplement légèrement la tête, attendant qu'elle continue. « Et j'ai vu ce que vous faites avec ce pouvoir, » continua-t-elle. « J'ai vu les projets, les initiatives, les vies que vous avez changées. J'ai vu que vous êtes bon, que vous utilisez tout cela pour aider les gens. » Elle fit une pause, essuyant une larme qui s'échappa malgré ses efforts. « Mais la seule chose que je ne peux pas comprendre, la seule chose qui me ronge de l'intérieur est... » Sa voix se brisa, et il lui fallut un moment pour retrouver son calme. « Pourquoi moi, Luca? Vous auriez pu avoir n'importe qui. Quelqu'un de puissant, quelqu'un avec des connexions, quelqu'un qui aurait pu vraiment vous aider avec tout cela. Alors pourquoi choisir une orpheline d'un ranch? Pourquoi moi? » Le silence qui suivit fut lourd, chargé d'émotions inexprimées. Luca fit un pas en avant, et elle vit quelque chose dans ses yeux qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Vulnérabilité, peur, et quelque chose d'encore plus profond. « Parce que, dit-il doucement, sa voix rauque d'émotion, de toutes les personnes que j'ai rencontrées dans toute ma vie, dans tous les cercles de pouvoir où j'ai circulé, dans tous les événements exclusifs auxquels j'ai assisté. » Il marqua une pause, et Elena vit des larmes se former dans ses yeux aussi. « Tu as été la seule à me regarder et à ne pas voir le pouvoir, à ne pas voir l'argent, à ne pas voir l'utilité. » Il tendit la main, hésitant, et quand elle ne recula pas,
Il toucha doucement son visage. Tu m'as vu comme juste, un homme. Un homme qui avait besoin de café et de gentillesse. Et pour la première fois depuis des années, je me suis senti vu comme une personne, pas comme un outil. Elena sentit son cœur se serrer face à la sincérité absolue dans sa voix. Je t'ai choisi, continua Lucas, sa voix se brisant maintenant aussi. Parce que tu es la seule personne réelle dans un monde de masques. Parce que ta bonté n'est pas calculée. Parce que quand tu souris, c'est sincère. Parce que... Il marqua une pause, et quand il reprit, sa voix n'était qu'un murmure. Parce que je suis tombé amoureux de qui tu es. Pas de ce que tu pourrais faire pour moi. Le silence qui suivit fut brisé seulement par le son de leur cœur battant, par le poids de la vérité enfin révélée. Et puis Lucas recula d'un pas, son expression changeant pour quelque chose de plus sérieux, de plus sombre. Mais tu as raison. Il y a des choses que tu ne sais pas. Des choses que je ne t'ai pas dites parce que... Il hésita. Parce qu'une fois que tu sauras tout, tu ne pourras plus revenir en arrière. Et je craignais que la vérité complète ne te fasse fuir. Elena déglutit, ressentant un mélange de peur et d'anticipation. J'ai besoin de savoir, dit-elle fermement. J'ai besoin de tout savoir. Lucas l'étudia un long moment, puis hocha lentement la tête. Alors tu sauras. Mais pas ici, pas comme ça. Il lui tendit la main. Viens avec moi. Il y a quelque chose que je dois te montrer. Un endroit où tout a commencé. Et quand tu verras, quand tu comprendras d'où je viens et ce que j'ai construit. Il marqua une pause, son expression vulnérable d'une manière qu'elle n'avait jamais vue. Alors tu pourras décider si tu veux toujours rester. Elena regarda la main tendue, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. C'était le choix, c'était le moment. Elle pouvait refuser, elle pouvait s'éloigner, elle pouvait maintenir la distance sécurisante de l'ignorance partielle. Ou elle pouvait prendre sa main et plonger complètement dans la vérité, peu importe à quel point elle pouvait être profonde ou sombre. Elena pensa à tout ce qu'elle avait découvert. Le pouvoir, le contrôle, la bonté cachée derrière les deux. Elle pensa à la façon dont il la regardait, à la sincérité dans sa voix quand il avait dit qu'il était tombé amoureux de qui elle était. Elle pensa à la fille qu'elle avait été 6 mois auparavant, nettoyant des tables et rêvant d'une vie différente. Et elle pensa à la femme qu'elle était en train de devenir maintenant. Une femme assez forte pour exiger la vérité, pour affronter le pouvoir, pour choisir son propre destin. Elle tendit la main et prit la sienne. « Montre-moi », dit-elle, sa voix ferme malgré la peur qu'elle ressentait. « Montre-moi tout. » La vérité ne pouvait plus se cacher. L'air à l'intérieur de ce manoir semblait gelé. Sofia resta là, les jambes tremblantes, regardant l'homme qu'elle connaissait sous le nom de Miguel, le humble cow-boy, le compagnon de conversation au coin du feu, l'homme qui tenait sa main aux paumes calleuses. Mais maintenant, il se tenait au centre d'une pièce luxueuse, entouré de personnes riches et influentes, et tous l'appelaient Monsieur Rodrigue. Elle sentit les murs tourner autour d'elle. « Miguel, ou peu importe qui tu es. » Sa voix sortit tremblante. « J'ai besoin que tu m'expliques ce qui se passe ici, maintenant. » Il fit un pas vers elle, mais Sofia recula. « Non !» Elle leva la main, l'empêchant de s'approcher. « Tu n'as pas le droit de t'approcher de moi maintenant. Tu as menti. Depuis le début, tu as menti. » Le silence dans la pièce était absolu. Tous les présents, hommes en costume, femmes élégantes, même les employés, restèrent immobiles, témoins de cette confrontation. Miguel, Rodrigue, prit une profonde inspiration. « Tu as raison, dit-il doucement. J'ai menti. Mais pas sur tout. » « Pas sur tout ?» Sofia sentit un rire amer monter dans sa gorge. « Tu as fait semblant d'être un cow-boy. Tu m'as laissé croire que tu étais pauvre, que tu luttais pour survivre, que tu comprenais ce que c'était de n'avoir rien. Et tout cela était un mensonge. » Ce n'était pas un mensonge. Sa voix sortit ferme maintenant, plus autoritaire. « J'ai travaillé comme cow-boy parce que je le voulais. J'ai pris soin de ce ranch parce que je l'ai choisi. Et tout ce que je t'ai dit sur moi, sur qui je suis à l'intérieur, était vrai. » Sofia secoua la tête, les larmes s'échappant enfin. « Comment puis-je te croire? Comment puis-je croire quoi que ce soit que tu diras maintenant ?» Et c'est alors qu'il se tourna vers les personnes dans la pièce. « Sortez, vous tous. » Sa voix avait un ton de commandement absolu. Maintenant. Il y eut une hésitation d'une seconde, juste une seconde, avant que tous ne commencent à se diriger vers la porte. En moins d'1 minute, la pièce était vide. Il ne restait que Sofia et lui. Elle le fixa, essayant de contrôler le tremblement de ses mains. « Qui es-tu vraiment ?» Il ferma les yeux un instant, comme s'il rassemblait son courage. Quand il les rouvrit, il y avait quelque chose de différent en eux. Une vulnérabilité brute qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Mon nom complet est Rodriguez Almeida Santana. Je suis le principal investisseur et mécène de cette ville. Ma famille a construit la moitié des écoles, des hôpitaux, des routes. Quand l'orphelinat où tu as grandi a failli fermer il y a 12 ans faute de fonds, c'est mon argent qui l'a maintenu ouvert. » Sofia sentiu o sol se dérober sur ses pieds. « Quoi? Je ne t'ai jamais dit ça parce que ce n'était pas le sujet.
Ce n'était pas à propos de ce que j'ai fait pour l'orphelinat. C'était à propos de la personne que tu es devenue malgré l'orphelinat. Il fit un pas de plus vers elle, et cette fois, Sophia ne recula pas. Il y a 3 ans, j'étais fatigué. Fatigué d'être traité comme un compte en banque ambulant. Fatigué des femmes qui me souriaient parce qu'elles voyaient des signes de dollars. Pas une personne. Fatigué des amis qui n'apparaissaient que lorsqu'ils avaient besoin de faveurs. J'étais vide. Sa voix trembla légèrement. Alors je me suis enfui. J'ai acheté ce ranch au milieu de nulle part. J'ai enfilé des vêtements simples, je me suis sali les mains de terre et j'ai fait semblant d'être quelqu'un d'ordinaire. Et pour la première fois depuis des années, j'ai pu respirer. Sophia l'observait en silence, les larmes coulant toujours sur son visage. « C'est là que tu es apparu, continua-t-il, cherchant du travail, prêt à faire n'importe quoi d'honnête pour survivre. Et moi, je t'ai observé. J'ai vu comment tu traitais les animaux avec tendresse, comment tu partageais ta nourriture avec les chiens des rues, comment tu ne te plaignais jamais, même quand le travail était dur, comment tu riais, même en portant tant de douleur sur tes épaules. » Il s'arrêta juste devant elle maintenant, si près qu'elle pouvait voir les larmes dans ses yeux aussi. « Et puis un jour, je t'ai entendu parler seul en nettoyant les écuries. Tu as dit, peu importe ce qu'ils pensent de moi, je sais qui je suis, et cela doit suffire. » Et à ce moment-là, Sophia, j'ai su. « Tu as su quoi ?» Elle parvenait à peine à parler. « Que tu étais réelle. Que dans un monde plein de masques et de mensonges, tu étais la seule personne véritablement authentique que j'avais rencontrée. Tu n'essayais d'impressionner personne. Tu ne faisais pas semblant d'être quelque chose que tu n'étais pas. Tu existais simplement. Authentique, forte, magnifiquement imparfaite. » Sophia sentit un sanglot lui échapper. « Tu m'as trompé. »« Je t'ai trompé, » admit-il, mais pas sur mes sentiments. Chaque conversation que nous avons eue, chaque rire, chaque moment où j'ai tenu ta main, tout cela était réel. Plus réel que tout ce que j'ai vécu ces 10 dernières années. » Il leva lentement la main, lui laissant le temps de refuser, et toucha doucement son visage, essuyant une larme. « Tu sais pourquoi je t'ai choisi? Pourquoi, de toutes les personnes que j'ai rencontrées, tu as été la seule à me donner envie de révéler qui je suis vraiment ?» Sophia secoua la tête, incapable de parler. « Parce que tout le monde dans cette ville me juge par ce que je possède. Mes biens, mon influence, mon pouvoir. Mais toi, tu m'as jugé par ce que je faisais, par la façon dont je traitais les gens, par l'honnêteté de mes paroles. Tu as vu de la valeur en un homme qui pensait n'être qu'un cow-boy. » Il sourit à travers ses larmes. « Et si tu as réussi à voir de la valeur en quelqu'un qui se croyait pauvre et simple, imagine ce que cela dit de ton caractère. Tu n'aimes pas par intérêt, tu aimes par essence. » Sophia ferma les yeux, essayant de tout assimiler. « Mais je ne suis personne. Je n'ai pas de famille, pas de nom de famille prestigieux, pas d'éducation raffinée. J'ai grandi dans un orphelinat, Miguel, Rodrigue, qui que tu sois. Je suis littéralement la dernière personne que quelqu'un comme toi devrait choisir. » C'est alors qu'il l'attira à lui, la tenant fermement par les épaules. « Sophia, écoute ce que je vais te dire maintenant, et écoute attentivement. » Elle ouvrit les yeux, rencontrant son regard intense. « Cette honte que tu ressens d'avoir grandi à l'orphelinat, ce sentiment d'être inférieur aux autres, ce que les gens ont utilisé pour te rabaisser toute ta vie ?» Il serra doucement ses épaules. « C'est précisément ce qui t'a rendu digne. » Sophia cligna des yeux, confuse. « Quoi? Tu as grandi sans rien, mais tu n'as jamais laissé cela te rendre cruel. Tu as été rejeté, mais tu n'as jamais appris à rejeter les autres. Tu as subi l'humiliation, mais tu n'as jamais utilisé cela comme excuse pour humilier ceux qui étaient en dessous de toi. Ta souffrance t'a rendue compatissante, pas amère. Elle t'a rendue forte, pas fragile. Elle t'a rendue réelle, pas superficielle. » Sa voix était maintenant chargée d'émotion. « Alors que les femmes riches de cette ville ont appris à manipuler, tu as appris à survivre avec honnêteté. Alors qu'elles ont appris à utiliser les gens, tu as appris à les valoriser. Alors qu'elles se soucièrent de maintenir les apparences, tu te souciais de maintenir ton intégrité. » Il posa sa main sur sa poitrine, sur son cœur. « Ton passé d'orpheline n'est pas ta honte, Sophia. C'est ta gloire. C'est la preuve vivante que le caractère ne vient pas d'un berceau doré. Il vient des choix. Et chaque jour de ta vie, tu as choisi d'être décente, même quand la vie n'a pas été décente avec toi. » Sophia sentit quelque chose se briser en elle, non de douleur, mais de libération. Comme si des chaînes invisibles qu'elle portait depuis des années se brisaient enfin. « Tu m'as choisi. Parce que je suis orpheline, je t'ai choisi malgré le fait que le monde te disait que cela te rendait inférieure. Je t'ai choisi parce que cela te rendait plus grande. » Et alors, pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans ce manoir, Sophia ne ressentit pas de honte. Elle ne se sentit pas petite ou indigne. Elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant dans sa vie. Elle sentit qu'elle était suffisante. « Mais et maintenant ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Que se passe-t-il maintenant? Tu es pratiquement le propriétaire de cette ville. Et moi je suis. »« Tu es la femme que j'aime, l'interrompit-il.
Et si tu m'acceptes, non pas comme le cow-boy Miguel, non pas comme le patron Rodrigue, mais comme l'homme imparfait que je suis sous tout cela. Alors ce qui se passe maintenant, c'est que nous écrivons notre propre histoire. Sofia le fixa longuement. Elle vit la vulnérabilité dans ses yeux. Elle vit la peur du rejet, la même peur qu'elle portait depuis l'enfance. Elle vit un homme qui avait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais qui était là, tremblant, attendant qu'une orpheline sans nom lui donne la seule chose que l'argent ne pouvait pas acheter. Une acceptation véritable. J'ai besoin de temps, dit-elle finalement. J'ai besoin de digérer tout ça. Il acquiesça immédiatement. Tout le temps qu'il vous faudra. Et j'ai besoin de savoir, continua Sofia, sa voix devenant plus ferme, que si je dis oui, si je choisis de rester, ce ne sera pas comme votre propriété, pas comme quelqu'un que vous avez sauvé, mais comme votre égal. Rodriguez sourit, ce sourire authentique qu'elle avait appris à reconnaître lors des soirées autour du feu de camp. Sofia, vous avez toujours été mon égal. En fait, à bien des égards, vous avez toujours été meilleure que moi. Elle prit une profonde inspiration, sentant l'ampleur de ce moment. Alors donnez-moi 3 jours. 3 jours pour décider si je peux vous faire confiance à nouveau. Si je peux croire que l'homme que j'ai rencontré au ranch est le même homme qui est devant moi maintenant. 3 jours, accepta-t-il. Et Sofia? Oui? Quelle que soit votre décision, vous devez savoir une chose. À partir de ce moment, vous n'êtes plus invisible dans cette ville. Vous n'êtes plus l'orpheline que personne ne remarque. Vous êtes la femme qui a conquis le cœur de l'homme le plus puissant de la région. Et même si vous me rejetez, même si vous ne voulez plus jamais me voir, cela ne changera rien. Il s'éloigna, marchant vers la porte. Votre valeur n'a jamais dépendu de moi, Sofia. Mais peut-être. Peut-être que j'ai besoin de vous pour me rappeler ma propre valeur aussi. Et sur ces mots, il quitta la pièce, laissant Sofia seule au milieu de cette luxueuse demeure. Mais pour la première fois de sa vie, elle ne se sentit pas petite dans un grand espace. Elle se sentit exactement à sa juste taille. Dehors, à travers les immenses fenêtres, la ville s'étendait sous le soleil de l'après-midi. Cette même ville qu'il avait ignorée si longtemps. Cette même ville qui l'avait fait se sentir invisible. Sofia regarda son propre reflet dans la vitre. Elle vit la même fille simple qu'avant. Les mêmes vêtements modestes, les mêmes mains calleuses par le travail, le même visage sans maquillage. Mais quelque chose était différent maintenant. Son regard était différent. Pour la première fois, en se regardant, Sofia ne vit pas une orpheline. Elle ne vit pas quelqu'un sans valeur. Elle ne vit pas quelqu'un qui devait s'excuser d'exister. Elle vit une femme qui avait survécu. Une femme qui avait gardé son humanité intacte même quand le monde avait essayé de la lui arracher. Une femme qui avait été choisie non pas malgré son histoire, mais à cause d'elle. Et plus important encore, elle vit une femme avec un choix. Parce que c'était ce que Rodriguez lui avait donné. Pas la richesse, pas le statut, pas le salut. Il lui avait donné le pouvoir de choisir. Elle pouvait choisir de lui pardonner le mensonge, ou non. Elle pouvait choisir de le croire à nouveau, ou non. Elle pouvait choisir de construire une vie à ses côtés, ou non. Pour la première fois, Sofia ne réagissait pas à la vie. Elle la dirigeait. Et cette sensation d'autonomie, de pouvoir personnel, d'action sur son propre destin, était plus enivrante que n'importe quel manoir, n'importe quelle richesse, n'importe quel titre qu'il aurait pu offrir. Sofia toucha la fenêtre froide du bout des doigts. 3 jours, murmura-t-elle à son reflet. J'ai 3 jours pour décider qui je veux être. Pas qui les autres attendaient qu'elle soit, pas qui la société disait qu'elle devait être. Pas l'orpheline reconnaissante sauvée par l'homme riche, mais qui elle, Sofia, choisirait d'être. Et dehors, sans qu'elle le sache, Rodriguez était appuyé contre le mur du couloir, les yeux fermés, les mains tremblantes. Il avait bâti un empire. Il avait déplacé des montagnes. Il avait changé le destin de milliers de personnes d'une seule signature. Mais jamais de toute sa vie il n'avait ressenti une telle peur. Parce que tout ce qu'il avait construit pouvait être reconstruit. Tout l'argent qu'il avait perdu pouvait être récupéré. Toute affaire qui avait échoué pouvait être refaite. Mais elle était irremplaçable. Et maintenant, après des années à tout contrôler autour de lui, il avait enfin trouvé quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Son cœur. Il ne pouvait qu'espérer que la vérité, brute, vulnérable, imparfaite, serait suffisante. Et quelque part au fond de son esprit, une voix murmurait « Si tu la perds, tu n'as pas perdu une femme. Tu as perdu la seule personne qui te voyait comme un être humain. » Dans 3 jours, 72 heures, 4320 minutes, pour découvrir si l'honnêteté tardive avait encore de la valeur. Pour découvrir si un amour construit sur des demi-vérités pouvait se transformer en quelque chose de totalement réel. Pour découvrir si une orpheline et un mécène pouvaient réécrire les règles d'une ville entière. Et tandis que le soleil commençait à se coucher sur cette ville, 2 personnes, séparées par des murs, mais connectées par quelque chose de bien plus profond, faisaient face à la même question terrifiante. La vérité fait mal, mais la vérité guérit-elle aussi? Dans 3 jours, ils auraient la réponse. Et la ville entière observerait.
Et ainsi, le cœur encore battant sous le poids de son choix, elle prit une profonde inspiration. Le moment était venu. Elle ne serait plus la jeune femme qui acceptait le silence comme refuge. Elle ne serait plus celle qui se cachait dans l'ombre de l'humiliation. Elle avait pris sa décision, et cette décision allait tout changer. Elle leva les yeux, rencontrant les siens. Il y avait là un mélange d'espoir et de confiance, comme s'il savait, au fond de lui, qu'elle ferait le bon choix. Et elle le fit. D'une voix ferme, sans hésitation, elle dit « J'accepte. Mais pas parce que vous m'avez offert une couronne. J'accepte parce que je reconnais en moi la force qui a toujours été là. Et cette force, ce n'est pas vous qui me l'avez donnée. Elle a toujours été mienne. » Les mots résonnèrent dans la salle comme un coup de tonnerre silencieux. Ceux qui, quelques instants auparavant, la jugeaient, se moquaient d'elle, la voyaient comme insignifiante, l'observaient maintenant avec une expression différente. C'était du respect, c'était de l'admiration. C'était la reconnaissance que cette femme n'était pas celle qu'ils pensaient qu'elle était. Elle fit un pas en avant, non pas comme quelqu'un qui demande la permission, mais comme quelqu'un qui prend sa place. Et à ce moment-là, quelque chose changea dans l'air. L'énergie de la salle se transforma. Les gens qui auparavant chuchotaient et se moquaient s'inclinaient légèrement, non par obligation, mais par respect sincère. Elle se tourna vers la foule. Son regard parcourut chaque visage, chaque expression. Et puis, avec un calme qui venait d'un endroit profond en elle, elle commença à parler. « Vous m'avez vu arriver ici aujourd'hui, et vous vous êtes demandé qui j'étais. Certains d'entre vous ont ri, d'autres m'ont méprisé, et certains se sont même demandé si je méritais d'être ici. Mais je suis ici, et non parce que quelqu'un m'a donné la permission. Je suis ici parce que j'ai survécu à des choses que beaucoup d'entre vous n'imagineront jamais. » Elle fit une pause, laissant les mots pénétrer les cœurs des présents. « J'ai grandi sans famille. J'ai grandi en n'étant appelé rien. J'ai grandi en entendant que ma place était dans l'ombre. Mais savez-vous ce que j'ai appris? J'ai appris que la valeur d'une personne ne réside pas dans son lieu de naissance, ni dans ceux qui l'ont élevée, ni dans les richesses qu'elle possède. La valeur d'une personne réside dans sa capacité à se relever quand le monde entier la pousse vers le bas. » Le silence était absolu. Personne n'osait l'interrompre. Elle avait captivé l'attention de tous, non par des cris ou de l'arrogance, mais par la vérité pure et crue de son expérience. Aujourd'hui, je ne suis pas venu ici chercher la validation de qui que ce soit. Je ne suis pas venu ici prouver que je suis digne. Je suis venu ici parce que quelqu'un a vu en moi ce que j'ai mis des années à voir moi-même. Et maintenant je le vois. Je vois ma force. Je vois ma résilience. Je vois ma valeur. Et si vous ne pouvez pas le voir, le problème n'est pas le mien. C'est le vôtre. Et puis, quelque chose de surprenant se produisit. L'une des femmes qui s'était le plus moquée d'elle au début, une noble à la posture altière et au regard jugeur, fit un pas en avant. Ses yeux étaient embués de larmes. Elle s'agenouilla devant elle et dit, d'une voix étranglée, « Pardonnez-moi, je vous ai jugé sans vous connaître. Je vous ai méprisé sans connaître votre histoire. J'avais tort. » La jeune femme tendit la main et aida la femme à se relever. « Levez-vous. Vous n'avez pas besoin de vous agenouiller devant moi. Nous avons juste besoin de nous voir comme des égaux. Nous avons toutes des batailles. Nous avons toutes des cicatrices. La différence est dans la façon dont nous choisissons d'utiliser ces expériences. » D'autres commencèrent à s'approcher, un par un. Ceux qui l'avaient jugée, qui l'avaient méprisée, qui s'étaient moqués d'elle, s'approchaient maintenant avec des expressions de regret et d'admiration. Elle ne les rejeta pas. Elle ne les humilia pas. Elle les reçut avec grâce, avec compassion, avec la sagesse de celle qui comprend que la vraie force ne réside pas dans l'écrasement des autres, mais dans leur élévation. Et là, à ce moment-là, quelque chose de magique se produisit. La transformation ne fut pas seulement la sienne. Elle fut celle de tous. La salle entière se transforma en un espace de réflexion, de reconnaissance, d'humanité. Il observait tout de loin avec un sourire discret sur les lèvres. Il avait bien choisi. Pas seulement une femme de beauté ou d'intelligence. Il avait choisi quelqu'un capable de transformer non seulement elle-même, mais tous ceux qui l'entouraient. Elle se tourna vers lui, et les deux se regardèrent. Non pas comme prince et servante, non pas comme noble et roturière, mais comme partenaires, comme égaux. Comme deux âmes qui reconnaissaient l'une dans l'autre quelque chose de rare et de précieux. « Vous saviez que cela arriverait ?» demanda-t-elle, avec un sourire espiègle. « J'avais de l'espoir, » répondit-il, « mais vous avez dépassé toutes mes attentes. » Et ainsi, côte à côte, ils traversèrent la salle, non pas comme seigneur et servante, mais comme deux individus qui avaient choisi de marcher ensemble, respectant la force et la valeur l'un de l'autre. Dans les jours qui suivirent, elle ne se contenta pas d'assumer son nouveau rôle. Elle le redéfinit. Elle commença à utiliser sa position pour aider ceux qui, comme elle, étaient invisibles. Ceux qui étaient méprisés. Ceux qui n'avaient pas de voix.
Elle créa des espaces où les personnes marginalisées pouvaient apprendre, grandir, se développer. Elle ouvrit des portes qui étaient auparavant fermées. Elle donna de l'espoir là où il n'y avait auparavant que du désespoir. Et chaque jour, son influence grandissait. Non pas parce qu'elle avait un titre, non pas parce qu'elle avait des richesses, mais parce qu'elle avait quelque chose qu'aucun titre ou richesse ne pouvait acheter. L'authenticité, la compassion et le courage d'utiliser sa propre douleur pour guérir les autres. Les gens commencèrent à la chercher, non seulement de la noblesse, mais de tous les coins du royaume. Ils venaient à chercher des conseils, des orientations, de l'espoir. Et elle avait toujours du temps pour eux. Elle écoutait toujours. Elle se souciait toujours. Un jour, une jeune orpheline s'approcha d'elle, les yeux pleins de larmes et la voix tremblante. « Les gens disent que je ne suis rien, que je ne serai jamais rien. Comment avez-vous fait? Comment avez-vous surmonté cela ?» Elle s'agenouilla devant la petite fille, lui tenant les mains avec délicatesse. « J'ai réussi parce que j'ai cessé de croire ce que les autres disaient de moi, et j'ai commencé à croire ce que je savais de moi-même. Je savais que j'étais forte. Je savais que j'étais résiliente. Je savais que j'avais de la valeur. Et toi aussi. Ne laisse jamais les mots de quelqu'un effacer la vérité qui vit en toi. » La petite fille la serra fort dans ses bras et elle lui rendit son étreinte. C'était un cercle complet. Elle, qui fut autrefois la petite fille invisible, était maintenant la voix que d'autres avaient besoin d'entendre. Et tandis que le soleil se couchait sur le royaume, elle se tenait debout sur le balcon, regardant l'horizon. Elle pensa à tout ce qu'elle avait traversé, aux nuits de faim, aux mots cruels, à la profonde solitude. Et elle pensa à l'endroit où elle se trouvait maintenant. Il s'approcha, se tenant à ses côtés. « À quoi penses-tu » demanda-t-il. « Je pense que je n'aurais jamais imaginé que ma vie puisse être ainsi. Je pense que toutes les douleurs, toutes les luttes, toutes les larmes, elles m'ont mené jusqu'ici. Et si je pouvais revenir en arrière, je ne changerais rien. Parce que chaque cicatrice, chaque blessure, chaque défi m'a façonné en la personne que je suis aujourd'hui. » Il sourit. « Et tu es incroyable. »« Nous sommes incroyables, » corrigea-t-elle, « parce que tu as eu la sagesse de voir au-delà des apparences. Tu as vu ce qui compte vraiment. Et cela, en soi, est déjà rare. » Ils restèrent là, en silence, observant le coucher de soleil. Et dans ce moment de paix, une vérité se cristallisa, une vérité qui résonnerait pour des générations. La vraie valeur d'une personne ne réside jamais dans son apparence, sa naissance ou sa position sociale. La vraie valeur réside dans la force de son caractère, la résilience de son esprit et la capacité de se relever, peu importe le nombre de fois où le monde essaie de l'abattre. Et cette vérité, simple et puissante, est ce qui transforme des vies. C'est ce qui transforme des communautés. C'est ce qui transforme le monde. Parce qu'au final, nous portons tous des cicatrices. Nous affrontons tous des batailles. Et nous avons tous le choix de laisser ces expériences nous détruire ou nous définir. Elle a choisi d'être définie par sa force, pas par sa douleur. Et ce choix a fait toute la différence. Alors, pendant que vous regardez cette histoire, je vous demande, avez-vous déjà été sous-estimé? Avez-vous déjà eu l'impression que personne ne voyait votre vraie valeur? Si oui, vous n'êtes pas seul. Nous tous, à un moment donné, passons par là. Mais voici la vérité. Le jugement des autres ne vous définit pas. Seul, vous pouvez le faire. Et quand vous choisissez de croire en votre propre force, quand vous choisissez de vous relever, malgré les circonstances, quand vous choisissez d'utiliser votre douleur comme carburant pour aider les autres, vous devenez inarrêtable. Partagez dans les commentaires, avez-vous déjà vécu un moment où vous avez dû prouver votre valeur? Comment l'avez-vous surmonté? Votre histoire peut inspirer quelqu'un qui a besoin d'entendre exactement ce que vous avez à dire. Et si cette histoire a touché votre cœur, si elle vous a rappelé que vous êtes plus fort que vous ne l'imaginez, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Parce qu'ici, nous partageons des histoires qui vont au-delà du divertissement. Nous partageons des vérités qui transforment des vies. Et tandis que le soleil se couche sur cette histoire, rappelez-vous, vous n'êtes pas défini par là où vous avez commencé. Vous êtes défini par la personne que vous choisissez de devenir. Et ce choix puissant, a toujours été et sera toujours le vôtre. À la prochaine histoire.